Panasonic Z95B, LG OLED G5 M5, ce sont pour l'instant les trois références de gamme qui vont utiliser ces nouveaux panneaux de chez LG Display, que Panasonic d'ailleurs a osé appeler les dalles OLED tandem RGB. J'avais déjà commencé à vous en parler sur la chaîne, notamment lorsqu'on a commencé à aborder le sujet des pics de luminosité de 4 minutes. Je vais y revenir ici, mais je dis aussi pour l'instant, car il n'est absolument pas exclu, pourquoi pas que demain un Philips TP-Vision nous annonce qu'ils vont eux aussi avoir recours à ces dalles, et puis peut-être aussi qu'un Sony, par exemple, pourrait également nous annoncer que ces nouveaux modèles de 2025 vont utiliser les dalles OLED, parce que s'il est vrai que le constructeur a dit que ce serait du mini LED pour les téléviseurs haut de gamme, après tout, vu les évolutions annoncées par la technologie, est-ce que l'autre constructeur japonais va changer son fusil d'épaule? Alors, l'annonce de Panasonic et l'emploi de ces termes tandem OLED RGB, évidemment panneau de chez LG Display, m'a motivé pour vous faire cette vidéo et tenter de vous expliquer ma vision sur ce que pourrait être cette technologie, comment pourraient être constitués ces panneaux. Il va falloir vous accrocher un petit peu parce que je vais revenir sur des détails assez anciens même de la technologie White OLED. J'espère que ça va vous plaire. Accrochez-vous, comme je le disais, installez-vous confortablement, on refait le point tout de suite sur l'évolution de cette techno et ma vision, encore une fois, de cette nouvelle génération de panneaux. Petit retour très rapide sur cette fameuse annonce du tandem OLED RGB. C'est un truc dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne avant même officiellement que ça démarre avec la conférence de LG et ce que l'on en attendait un petit peu de ce nouveau panneau. Et ça, c'était une combinaison un peu de différents articles, Flat Panel HD et ici ET News, etc. où on voyait donc que déjà fin juin, mais aussi ici à nouveau le 22 août 2024, ET News, média coréen, réagissait sur la prochaine génération des dalles White OLED. Il y avait donc juin 2024, fin juin 2024, LG Display communique sur ces panneaux tandem OLED qui étaient intégrés en réaction et qui sont intégrés dans les produits de chez Apple, qui apportent une meilleure luminosité, etc. Et c'est vrai que c'était un peu facilité dans la schématisation par cette représentation. Là-dessus, le média coréen, bien informé, technique, etc., avait commencé à revenir sur les avantages de cette technologie qui nous rappelait, et je vous le rappelais en vidéo, qu'elle utilisait jusqu'à présent la technologie White OLED classique, un émetteur rouge, un émetteur bleu phosphorescent et une partie émetteur bleu fluorescent. Et il était reconnu donc que s'il était fluorescent, c'est parce que le passage au phosphorescent était un sujet sensible, puisque cette couleur était sujette rapidement à de la dégradation, à de la dégradation, ce qui pouvait nuire donc tout simplement à la stabilité et à la qualité de l'image dans le temps. LG Display travaillait donc à passer ce bleu à la version phosphorescente et des évolutions en matière d'efficacité énergétique étaient attendues, puisque là on le voyait en théorie, la phosphorescence est efficace à près de 100% pour convertir l'énergie électrique en lumière, tandis que le fluorescent n'est efficace qu'à environ 25%. À l'époque, au mois d'août, on n'avait pas spécialement de valeurs qui étaient annoncées, valeurs qui ont été communiquées à l'approche de ce CES par LG Display, je vous l'ai dit, sur ce pic lumineux attendu de 4 minutes. Réponse du berger à la bergère, je vous refais l'histoire un peu en courte. Samsung Display dit oui, nous aussi, on n'y sera pas très très loin. Il l'avait déjà dit en 2024, tout début CES. De toute façon, on vous présente une technologie QD-OLED que l'on annonce à 3000 nits, mais rapidement, elle pourra aller taquiner les 3700 nits. Et technologie QD-OLED de chez Samsung, qui d'ailleurs, si elle était à l'époque en version de 3e génération, est-ce qu'on va se parler réellement en 2025 d'une full 4e génération de QD-OLED, ou est-ce qu'on va considérer que c'est finalement une évolution de cette technologie? J'insiste aussi là-dessus. L'an dernier, c'était 3000 nits annoncés, alors avec l'APL à 3%. Moi, quand je fais mes mesures sur un LG OLED G4, je suis plutôt aux alentours des 1600 nits avec la fenêtre à 10%. Parenthèse refermée. Avec ce papier de T-News, c'est vrai qu'on en était un petit peu, enfin j'en étais un petit peu, moi, arrivé en tout cas, à parler dans cette logique de technologie tandem, OLED tandem, eh bien, supposer qu'on aurait une combinaison, donc une combinaison hybride de matériaux fluorescents et phosphorescents. Pour en revenir à ce qui nous intéressait ici et ce que j'avais déjà commencé à évoquer dans les différents
dans les différentes vidéos, y compris vidéo de présentation du LG OLED G5, LG Display aurait donc surmonté ce défi, papier de fin août, je vous le rappelle, grâce à une structure tandem à 2 piles qui empile les dispositifs électroluminescents OLED à 2 couches. Plus précisément, il a été constaté que la méthode hybride de mélange de matériaux fluorescents et phosphorescents bleus combinait la longueur de la durée de vie du matériau fluorescent bleu initial que l'on retrouve encore sur les produits de 2024 et haute efficacité des matériaux phosphorescents pour atteindre la durée équivalente des OLED existants. LG Electronics qui n'a absolument rien dit de tout ça, ils nous ont juste dit qu'ils allaient atteindre un pic de luminosité supérieur sur la PL à 3%, c'est 3 fois supérieur à la série B, ce qui était une indication quasi inédite, puisque le 3 fois supérieur versus 20% ou 30% d'évolution qu'on pouvait avoir sur les années précédentes, 30% pour le G4 par exemple et M4 versus une série B, eh bien ça donnait finalement en pic de luminosité pas grand chose, donc 3 fois c'est 200% de plus, et surtout on avait cette fois-ci une fenêtre à 100% qui était indiquée comme étant 40% plus lumineuse pour le G5 par rapport cette fois-ci au G4, donc une belle progression annoncée pour cette fenêtre à 100%, de l'ordre de 40% supérieur, ce qui du coup devait se traduire par une image en plein écran avec une valeur mesurée qui devait être aux alentours des 300-350 nits. Cette donnée, Panasonic ne l'a pas validée dans les chiffres, cette valeur de 300-350 nits, mais il la valide également dans son propos, je vais y revenir avec ce fameux 40%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, également, ce dont je vous ai causé, eh bien, c'est que dans la vidéo, je vous ai, ok, la technologie, elle annonce un abaissement assez sérieux du niveau de consommation électrique des produits. Et j'étais tombé également sur ce site, qui est un site coréen à nouveau, qui valide les consommations d'électricité des téléviseurs et qui du coup me permettait dans la vidéo du LG OLED G5 de commencer à supposer qu'effectivement on serait bien sur cette orientation de technologie tandem combinant à la fois phosphorescent, fluorescent, ou en tout cas ayant un changement sur cet émetteur bleu. On le voit ici par exemple avec cette OLED 55 G4, dont la consommation annuelle en kilowattheure était annoncée à 161 kWh à l'année et à 132 kWh à l'année. Alors là, on voyait que ça donnait lieu à des étiquettes énergie qui étaient score de 4 et de 3, donc visiblement, évidemment, plus on descend, meilleure est l'étiquette énergie. Nous, on est sur ces indices A, B, C, D, E, F, G. Donc un abaissement significatif de la consommation. Derrière, certains d'entre vous m'avaient demandé dans les commentaires de la vidéo, est-ce qu'il s'agit d'un niveau de conso en SDR ou en HDR? C'est pas précisé, il est juste indiqué kilowattheure annuel, mais je pense qu'on est plutôt sur des consos en HDR. Bien, j'espère que pour l'instant tout est clair pour vous, ou à peu près, d'autant que l'exercice pour moi n'est pas simple non plus, au travers de la caméra. Comme ça, j'essaye d'illustrer mes propos. Si jamais c'est pas le cas, vous avez toujours la rubrique commentaires pour me poser des questions, d'autant qu'on n'en a pas fini. On en était un peu sur la partie la plus facile, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord. Le lien est dans la description pour essayer d'échanger. Naturellement, donc mon souhait, c'était la chronologie, dans un premier temps, les indices qui nous permettaient de supposer qu'on allait s'orienter vers ce type de technologie, faisant appel à une couche de bleu un peu différente, mais on va y venir. Avant d'en arriver là, et avant aussi d'identifier pourquoi certains appellent ce truc-là 4 stacks, il faut en revenir à quelque chose que j'aborde depuis longtemps sur la chaîne, le côté un peu origine du White OLED. Et là, je ne suis pas mécontent parce que je suis retombé sur cet article qui rappelle un truc que je vous dis moi depuis longtemps, c'est que cette technologie White OLED, elle utilise une source de lumière qui n'est pas un blanc pur, ce qui justifie notamment pour cette conversion au travers des filtres ensuite qui permettent d'avoir ces rouge-vert-bleu, cette stack rouge-vert-bleu, eh bien que lorsque l'on injecte de la luminance à la chrominance, eh bien qu'on obtient des dérives, ce qui explique notamment le fait aujourd'hui que cette technologie QD-OLED, qui utilise cette fois-ci une technologie plus pure au niveau même des couleurs, eh bien parvient à atteindre une couverture colorimétrique, un volume couleur même, devrais-je dire, supérieur à la technologie White OLED. Et elle est ici expliquée, et c'est là que je suis vraiment content parce que j'ai enfin pris le temps de faire les recherches nécessaires avec ce qui est ici consigné OLED blanc, donc c'est une
Une traduction, les écrans OLED blancs sont plus présents sur les téléviseurs, c'est un article qui recense un peu toutes les technos. Ces écrans ont 4 sous-pixels. On a donc le sous-pixel blanc, dont je vous ai déjà régulièrement parlé, que l'on voit aussi lorsque j'utilise le microscope sur les dalles des TV. On voit bien que l'on a ce sous-pixel blanc en fonction de la couleur que la dalle affiche. On a les différentes variantes de couleurs. Donc elle utilise ce sous-pixel blanc, un sous-pixel vert, un sous-pixel bleu et un sous-pixel rouge. Vert et rouge étaient donc des émetteurs phosphorescents, bleu des émetteurs fluorescents. Les OLED blancs n'ont pas d'émetteurs OLED individuels pour chaque sous-pixel, comme les écrans OLED de nos téléphones et tablettes, c'est ce qui est expliqué un petit peu plus haut dans l'article, et utilisent plutôt une pile pour reproduire de la lumière blanche sur tous les sous-pixels, puis un filtre de couleur pour créer des sous-pixels rouges, verts et bleus. Alors qu'est-ce que cette pile pour produire de la lumière blanche? Je vais ici zoomer dans ce graphe, et c'est encore une fois ce que j'avais essayé d'expliquer, mais j'avais dit que j'en ferais une vidéo dédiée. Bon bah voilà, on y est. Il faut comprendre en fait que cette pile, on va juste s'intéresser à cette partie qui est ici, qui sont les emissive layers. Le reste, c'est la partie un peu électrique, cathode, anode, etc. Dans cette partie emissive layer, on peut voir que cette lumière blanche, au-delà de ce sous-pixel blanc, cette lumière blanche qui va ensuite adresser le RGB est produite à partir d'un émetteur qui est ici qualifié de jaune-vert, on voit là ici emissive, donc yellow-green emissive layer, à laquelle s'ajoute un blue emissive layer. C'est la combinaison de ces deux trucs-là qui permet d'arriver à une espèce de pseudo-lumière blanche qui produit ensuite la stack donc rouge, verte, bleue, qui permet donc d'illuminer ces éléments ici organiques, ces diodes organiques rouge, verte et bleue pour chaque sous-pixel qui vont ensuite créer le pixel. Donc ça, c'est pour la partie white OLED classique. On n'est pas sur une lumière blanche pure, contrairement peut-être à ce que vous pouviez penser jusqu'à présent, d'où, encore une fois, la dégradation quand on monte aussi dans les intensités lumineuses. Donc on peut lire ensuite ici sur ce site que la pile, cette fois-ci des écrans White OLED tandem fabriqués par LG Display, comprend 2 couches de bleu, de rouge, de jaune-vert et de vert. La lumière blanche combinée de ces couches passe ensuite à travers une couche de filtre de couleur pour obtenir les sous-pixels rouge, vert, bleu et donc ce 4e sous-pixel blanc de cette dénomination White OLED. C'est aussi sur ce site un petit peu plus haut qu'on retrouve donc les informations liées au tandem OLED, où on voit que l'utilisation de cette structure à 2 piles pour le matériau OLED contribuera à améliorer la luminosité et la durée de vie de ces écrans qui sont des attributs essentiels pour les tablettes et les ordinateurs portables qui devraient avoir une durée de vie plus longue pour les smartphones, sachant que là, on n'était pas sur la logique TV à ce moment-là de la rédaction de son article, on était sur la logique des périphériques mobiles, donc ici qu'il évoque ordinateur portable, tablette. Les premiers rapports font état d'une luminosité 2 fois supérieure et d'une durée de vie 4 fois supérieure, donc par rapport à l'OLED à pile unique. Mais attention, vous voyez bien que là, si on a bel et bien ce qui pourrait ressembler à ce fameux 4 stacks, lui évoque ici que c'est 2 piles, une pile, etc. Donc potentiellement encore des choses à affiner entre l'approche ici qui est mise en contexte sur smartphone, tablette, etc. et ce que l'on pourrait retrouver sur les téléviseurs. Mais je tenais juste à vous rappeler que y compris pour la technologie White OLED, on n'est donc pas sur un émetteur blanc pur, on passe vraiment par ces émetteurs jaune-vert, puis l'addition d'un bleu pour obtenir ensuite nos sous-pixels qu'on retrouve ici dans les différentes stacks. Et justement, c'est du côté du bleu que tout change avec ce tandem OLED RGB. En l'état actuel des choses et avec tout ce que je viens de vous dire pour contextualiser un peu la suite de mes propos, on peut quand même se demander si du côté de LG Display, ce tandem OLED RGB fait appel à, comme l'évoquait ET News précédemment au mois d'août, à cette technologie hybride, enfin ce choix hybride de matériaux entre fluorescent et phosphorescent, ou est-ce que finalement on n'aurait pas 2 bleus phosphorescents? Et c'est donc une question que j'ai posée à Panasonic. Merci beaucoup d'ailleurs aux équipes françaises qui ont assuré un suivi avec ce décalage horaire de 9 heures.
Et je leur ai posé la question après la conférence et clairement ils m'ont dit bah voilà, on est effectivement, j'aurais dit est-ce que les dalles OLED du Z95B utilisent deux émetteurs phosphorescents ou s'agit-il d'un émetteur bleu fluorescent plus un émetteur bleu phosphorescent? La réponse qui est ici envoyée par l'agence et qui est traduite, c'est que c'est deux bleus profonds avec un nouveau phosphore pour une longueur d'onde lumineuse optimisée. Mais ça c'était la traduction. Donc je leur ai dit il y a une petite subtilité avec ce qui est employé en anglais entre dire bah on a deux deep blue with one new phosphore ou de dire on a deux deep blue with a new phosphore. Parce que si on dit one, on sait que potentiellement ce serait 1 sur 2, mais si on dit new, with a new, eh bien ça change tout. Et donc c'est pourquoi je leur ai demandé de me transmettre cette fois-ci directement la réponse en anglais. Et on a donc bien Q Deep Blue, donc deux bleus profonds comme ils le disent, with new phosphore for optimized light wavelength, donc pour cette fameuse onde lumineuse optimisée. Donc voilà, donc longueur d'onde optimisée. Donc selon moi, on est là à la fois au vu des performances annoncées, de l'abaissement de la consommation annoncée, etc., sur une dalle tandem OLED RGB qui va vraiment empiler deux couches de bleu phosphorescent. Vous l'aurez compris, en tout cas, je l'espère, avec cette vidéo de décryptage, analyse, ou en tout cas qui relate ma compréhension aujourd'hui en l'état actuel des choses que je peux avoir à l'égard de cette nouvelle technologie de dalle OLED, de tandem RVB, RGB, 4 stacks, et vous pouvez également compter sur moi pour ne pas m'arrêter là, parce que il peut encore y avoir des petits changements, des petites subtilités. Vous avez bien vu que c'est quand même pas simple, et que entre ce qui se passe sur la partie mobile, ce qui a été fait en 2024 et ce qui va nous arriver sur la partie télé, on va pouvoir peut-être encore découvrir certaines choses. Et pour cela, eh bien, il faut compter sur les propos qui vont nous être partagés, sans doute cette fois par les équipes françaises, peut-être à l'international, parce que est-ce que les équipes françaises qui sont actuellement au CES vont avoir elles aussi un niveau d'information suffisamment détaillé, ou va-t-on juste avoir le droit une nouvelle fois en 2025 à des propos marketing sur lesquels il faudra se défendre avec des valeurs de pic de luminosité, sans oublier bien entendu que ma mission sera non seulement de vérifier ce qui se passe de ce côté-là, de vérifier les évolutions quant à la couverture colorimétrique, mais aussi vérifier ce qu'il va se passer du côté de l'évolution de la luminosité des couleurs. Bref, encore beaucoup de travail à venir autour de cette nouvelle génération de dalles. Et puis enfin, je vous invite à vous exprimer maintenant sur ce que vous avez vu, sur la compréhension que vous en avez, sur les attentes que vous en avez. Et parmi les attentes peut-être communes pour tout le monde, eh bien ce serait que la suppression désormais de cette dalle MLA puisse engendrer un abaissement du coût de cette technologie OLED. Moi vraiment, je l'espère, donc un prix revu à la baisse pour être désormais un petit peu plus compétitif sur le segment des téléviseurs premium et a fortiori face aux téléviseurs LCD mini LED qui eux aussi évoluent énormément. J'espère pouvoir vous reparler très prochainement des dalles WHVA chez TCL, mais aussi chez Samsung, vidéo à venir également, avec notamment l'introduction de grandes tailles d'écran qui, là encore, eh bien, vont aller renforcer cette domination, sans doute en 2025, de ce marché des téléviseurs LCD, sur lequel, un marché de la télé, eh bien, sur lequel l'OLED ne pèse franchement pas très très lourd, comme j'ai déjà pu l'identifier, mais en même temps, avec des prix moyens, quand on se parle de volume, avec des prix moyens en France notamment, qui sont de l'ordre de 450 à 500 euros, vous comprendrez la grosse et large domination de la technologie LCD. Néanmoins, les projections à horizon 2028 ne sont pas particulièrement favorables à une croissance de dingue pour la technologie OLED, mais ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est un marché qui n'a pas fini d'être concurrentiel, avec en plus la technologie, par exemple, chez Hisense de rétroéclairage RGB mini LED. Là aussi, il faudra y revenir lorsqu'on aura l'occasion de voir ces modèles, parce que si sur le papier, je vous l'ai déjà dit, une vidéo est disponible dans la description, si dans la playlist CES 2025 et dans la description aussi, allez, c'est fait, eh bien, si cette techno m'a pas mal intéressé, elle pourrait ne pas être exempte de défauts dans la reproduction des couleurs. On verra un petit peu comment tout cela est concrétisé. En tout cas, c'est sûr, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, avec le pouce en l'air qui va bien, et puis surtout, n'hésitez pas, pourquoi pas, à la partager, à réagir dans l'espace commentaire, à nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis, je vous
vous invite aussi à rester à rester attentif sur la publication ici de la chaîne, puisque je vais très bientôt revenir aussi sur une vidéo dédiée au Z95B, puisque si j'ai posé des questions au regard justement spécifiquement de la dalle tandem RGB, commence à faire long, eh bien j'ai aussi posé des questions sur d'autres éléments qui m'ont un petit peu interpellé concernant ce nouveau téléviseur OLED décliné donc en 55, 65 et 77 pouces. Allez, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.